Donc, on va s'intéresser à la politique de produit. Donc, avec un soubassement théorique qui sera Mercator. Donc, pour les étudiants, pour les personnes qui sont intéressées et qui aimeraient approfondir plus leurs connaissances sur ce volet-là. Donc, c'est un cours qui a comme soubassement théorique Mercator. Donc, moi, je travaille avec la 10e édition. Et vous pouvez travailler avec tout type d'édition. Je pense que sur ces notions théoriques, il y aura pas de grands changements entre la 10e, la 11e ou la 12e édition. Je pense que Mercator est à la 12e édition aujourd'hui. Donc, comme introduction, je vais un peu essayer essayer de parler des leviers du marketing et de cette politique produit en tant que politique centrale dans ces leviers du marketing. Donc, le marketing dispose de 4 leviers, 4 moyens d'action. Donc, quand je suis responsable marketing ou quand je suis directeur marketing, je vais avoir entre mes mains des leviers, des moyens qui vont me permettre de créer de la valeur. Ces moyens-là sont de l'ordre de 2 types de moyens, si vous voulez. Donc, 2 moyens vont concerner l'offre de produits et pardon. Donc, c'est soit l'offre de produits ou soit le pricing. Et 2 autres moyens vont considérer ou concerner la stimulation de la demande. Et donc, ça va être la distribution et la communication. Donc, j'essaie vraiment de vous mettre dans la big picture du marketing en parlant de ce cours de politique de produit. Donc, le plan de toute cette partie-là, tout ce chapitre, si vous voulez, politique de produit, ça va être un plan en 8 étapes. Donc, qu'est-ce que le produit? Donc, une introduction pour pouvoir comprendre ce que c'est qu'un produit. Essayer de parler du concept produit. Je pense que pour cette séance, on va s'atteler uniquement à ces deux sections, si vous voulez. C'est un long chapitre, donc j'ai voulu l'aborder de manière directe la première fois, mais je pense que en 1 heure ou 45 minutes, ça va être extrêmement complexe et rapide. Donc, je vais m'intéresser et m'atteler à ces deux sections. Qu'est-ce que le produit? Qu'est-ce qu'un concept produit? Ensuite, on verra les prochaines séances, Inch'Allah, Rahman Rahim, le design et le packaging, les services associés aux produits, les produits numériques, digitaux, la gamme de produits, qu'est-ce qu'on entend par une gamme de produits, le cycle de vie produit et marché. Donc, on va l'aborder de manière assez sommaire, vu que je pense que vous allez vous allez le voir, voir cette session dans d'autres cours. Et puis, le développement et le lancement de produits ou de nouveaux produits. Donc, voilà un peu le sommaire de ce cours. Et comme je viens de dire, on va s'atteler à ces deux sections aujourd'hui. Donc la première section, c'est qu'est-ce qu'un produit? Quand on parle de produit, quelles sont les différentes dimensions auxquelles on s'intéresse? Et plus précisément, moi, ce qui m'intéresse en tant que prof de marketing ou de consultant ou comme consultant en marketing, ce qui m'intéresse, c'est que vous puissiez comprendre quels sont les moyens d'action que vous avez euh, quand vous abordez cette thématique de produit. J'ai un produit, quels sont tous les moyens, toutes les dimensions que j'ai en face de moi pour pouvoir aborder cette problématique de produit et surtout comment je peux créer de la valeur, comment je peux passer à l'action. Donc la question centrale que je conseille à tous les étudiants, à toutes les personnes qui s'intéressent au marketing, c'est toujours d'étudier en se posant la question quels sont de manière pragmatique les moyens que je peux utiliser pour pouvoir créer de la valeur en marketing, pour pouvoir, comme on dit dans le jargon, sortir des choses. Donc, on va s'intéresser à ces dimensions-là à travers une première section qui est qu'est-ce qu'un produit? Donc, un produit, alors je vais faire un peu dans le théorique de base ou dans les définitions de base. Un produit, c'est un bien ou c'est un service qui est vendu par une entreprise. Donc, le marketing va consister alors, dès lors, de s'occuper de la conception, de la création et de la gestion de ce produit. Donc, c'est une offre qui est présente sur un marché précis, pour une cible précise, on l'a vu dans les autres sessions, qu'elle soit un service ou un bien,
qu'elle soit vendue ou non. Donc on peut parler dans le cadre d'associations de produits qui ne sont pas vendus, dans le cadre d'ONG, dans le cadre de gouvernement ou de ministère, on peut penser à des produits ou à des services qui sont offerts de manière gracieuse. Donc, on parle de produits, on parle pas forcément de biens avec contrepartie, vendus contre contrepartie financière. On peut parler aussi de biens ou de services qui sont offerts. Donc, marketing va s'intéresser à la conception. Donc, les démarches, si vous voulez, à travers cette simple définition, la démarche marketing va s'intéresser à toute la conception de ce produit, que ça soit en design, que ça soit en création réelle, que ça soit en process de fabrication. Donc, il y a plein de dimensions sur un simple produit, sur une simple bouteille de soda qu'on est en train de voir ici. Il y a énormément de dimensions qui constituent cette offre simple qu'on est en train de voir sur cette photo. Donc, la gestion de ce produit, c'est un produit qui va être géré. C'est un produit qui va être géré à plusieurs niveaux. C'est un produit qui va être géré en conception, qui va être géré en création, qui va être géré en processus de qualification industrielle. Donc, c'est un produit qui va faire l'objet de procédures relatives à des matières premières, relatives à des process de fabrication, relatives à des process de dégustation. Donc, il y a énormément de dimensions et de niveaux dans un simple produit qu'on est en train de voir dans cette photo. Donc, on va passer ensuite à une partie qui est généralement oubliée dans les dimensions produits, qui est le fait qu'un produit peut être souvent un mix de biens et de services. Donc, un bien, quel que soit le type de bien, va comporter une part de variable ou une part variable de service. Donc, une offre présente sur un marché, qu'elle soit un service ou un bien, qu'elle soit vendue ou non, va comporter une part de variable de service. Je pense ici, et c'est la photo que vous êtes en train de voir sur la slide, je pense par exemple à un business qui est très sensible à cette dimension de service associé à un produit, qui est par exemple l'industrie automobile. Donc, dans l'industrie automobile, le produit qu'on est en train de vendre, ça va de soi, c'est l'automobile, c'est la voiture, mais il y a énormément de services associés à cette vente de ce produit-là qui vont parfois même faire la différence. Donc, dans le funnel d'achat ou dans le comportement d'achat d'une voiture, on porte énormément d'intérêt à cette dimension de service. Par exemple, vous pouvez penser à toute la partie relative aux services financiers. Est-ce que le concessionnaire qui va me vendre cette voiture, pardon, le concessionnaire va avoir des facilités de paiement, des offres ou des services financiers? Et on voit même aujourd'hui des offres avec non seulement des offres de crédit, parce que ça va de soi, on voit que tous les concessionnaires ont aujourd'hui des offres de services financiers, mais ça peut dépasser cela et donner lieu à des services d'assurance, par exemple, qui vont être intégrés dans l'offre finale de vente d'un produit simple qui est la voiture. Donc, il y a énormément de dimensions. Le service après-vente, parfois, vous allez avoir des conseils de vos amis. Quand vous allez leur parler de votre achat, quand vous allez demander conseil, ben, une des dimensions que vos amis peuvent vous conseiller ou que peuvent sortir au moment de la discussion, c'est le service client. Parfois, on zappe l'achat d'une voiture parce que le service client a une mauvaise réputation. Le service client d'une marque d'automobile ou d'un concessionnaire précisément a une mauvaise réputation sur le marché. Et l'image inverse est réelle aussi. Parfois, on peut vous encourager à acheter une voiture parce que vous avez en face un service client qui est impeccable. Donc voilà quelques dimensions ou quelques exemples d'un mix réel de biens et de services. Donc toujours dans cette industrie de l'automobile, on est en train de parler d'une industrie qui vend un produit qui est la voiture, mais les services peuvent être le crédit, ça peut être le service après-vente, ça peut être tout simplement une offre de GPS à l'international. Donc aujourd'hui, quand vous allez acheter une voiture, l'un des composants clés
pour moi, c'est un service qu'on va vous offrir, c'est le service GPS. On l'offre gratuitement, on national pour certains concessionnaires au Maroc et contrepartie financière pour certains autres concessionnaires. Donc, ça peut faire l'objet d'une vente supplémentaire. Donc, par exemple, si vous voulez acheter ou si vous voulez disposer d'un GPS à l'international, quand vous allez acheter une voiture au Maroc, parfois quelques concessionnaires vont vous demander d'acheter ce service, donc qui est un service additionnel. Donc voilà un peu un exemple d'offre de service et associé à un produit qui est tout simplement une voiture. Donc le produit ou bien les produits sont porteurs de sens et de valeur. Quand on s'intéresse au produit sous le paradigme marketing, on va s'intéresser à tous les sens et toutes les valeurs que ce produit a. Donc, on peut avoir différentes façons de considérer le produit en marketing. Et là, je pense qu'il est intéressant, et c'est la démarche qui est suivie par, euh, par Mercator, de revenir sur l'histoire pour un peu vous relayer comment on est arrivé à cette conception de produits modernes sous le paradigme marketing. Donc revenons à l'histoire et on va parler de Henry Ford qui a été l'un des premiers créateurs de produits de marque de l'histoire. Donc Henry Ford avait une célèbre phrase très célèbre qui disait: mes clients peuvent choisir la Ford T de la couleur de leur choix, pourvu que ce soit du noir. Donc c'est une phrase qui est extrêmement célèbre et qui nous fait comprendre la logique avec laquelle les producteurs de biens sous marque ont démarré, surtout aux États-Unis. Et donc c'est une dimension de la considération du produit sous une optique de production. Donc Henry Ford, à travers cette phrase, euh, installe une première appréciation scientifique, si vous voulez, en marketing de ce que c'est qu'un produit, sont un angle purement de production. Donc, on va produire dans les usines d'Henry Ford à l'époque un produit parce que on a besoin de le produire sous un angle de production interne, parce qu'il a voulu le produire ainsi, et il ne donne pas assez de choix au consommateur de choisir, par exemple, la couleur de la voiture qui est aujourd'hui pour nous une des dimensions les plus intéressantes, peut-être les plus euh, impactantes dans le choix d'une voiture précise. Donc, dans cette optique-là, optique de production, on va produire et si vous voulez, on va pas s'intéresser à ce que réellement le consommateur pense et réellement à ce que le consommateur veut. C'est une offre unidirectionnelle qui part uniquement de l'unité de production vers le consommateur. Et donc le feedback à ce niveau-là, euh, il est presque absent. Donc voilà une première considération. Et on revient vraiment à l'histoire pour pouvoir comprendre comment a été développé ce concept de produit. Ce n'est absolument pas un moyen de dénigrer ce qu'a fait Henry Ford. On sait tous la place qu'a Henry Ford dans la gestion ou dans l'essence de gestion en général. Donc, on a une autre dimension qui est, et là je vais citer, comme j'ai cité tout à l'heure Henry Ford, je vais citer, et Mercator aussi cite Peter Drucker. Donc Peter Drucker, à mon avis, à mon humble avis, est l'un des premiers scientifiques du marketing et l'un des premiers à pouvoir parler des notions clés en marketing qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Donc c'est un conseil à tous les étudiants d'essayer de lire au maximum Peter Drucker. Je pense qu'il est un peu oublié de, euh, de l'enseignement au sens de gestion actuel. Et pour moi, encore une fois, à mon avis, c'est un vrai philosophe du management. C'est un vrai philosophe de la gestion. Donc, les lectures peuvent vous donner énormément d'appréciation en marketing. Ce n'est pas un auteur marketing forcément, mais ses apports pour le marketing sont juste énormes.
Donc, considérer le produit sous une optique marketing, et là on a un éclaircissement de Drucker, c'est s'intéresser au produit tel qu'il est perçu, non tel qu'il est. Et je trouve que c'est une phrase qui détient énormément de vérité. À travers mon expérience personnelle, je retrouve énormément d'industriels et énormément de boîtes marocaines qui vont commencer à produire un produit parce qu'il répond à une réflexion interne, parce que Eureka, on a eu une idée interne, et non pas parce que ça a été un insight consommateur ou ça a été demandé par le consommateur, ou on oublie complètement, par exemple, dans d'autres scénarios, de faire tester ce produit. Donc parce qu'on a une bonne idée en interne, parce que le directeur de production, le responsable marketing et le patron ont eu une belle idée un jour, on va produire un produit et le lancer sur le marché. Donc ça peut être une façon de considérer le lancement d'un produit. Ça peut être une façon. Maintenant, cette façon-là est assez risquée et je vais vous exposer les risques tout à l'heure. Donc aujourd'hui, dans cette option ou dans cette optique, pardon, de Peter Drucker, on va s'intéresser à un produit tel qu'il est perçu. Donc, si vous voulez, toute la réflexion autour d'un produit va être dominée par la perception du consommateur, parce qu'il pense ce produit, par sa valorisation, comment lui il valorise ce produit. Donc je vais citer Peter Drucker qui nous dit: il n'y a aucune bonne façon de définir les propos d'un business, donc une seule, c'est créer des clients. C'est la perception qu'ont les clients de ce qu'ils achètent, de la valeur de ce qu'ils achètent, qui est décisive. C'est bien cette perception qui définit les chances de succès d'une entreprise. Je suis une entreprise, j'ai un produit, je veux que mon produit réussisse. Si je ne considère pas le feedback de mon client, la perception de mon client, je m'expose à d'énormes risques, je m'expose à des risques de flop de ce produit. Et c'est vraiment une réalité. Hein, je vais essayer de rapporter un peu ça, comme j'ai dit tout à l'heure, à la réalité marocaine. C'est un risque que beaucoup d'entreprises prennent. Et comme je l'ai dit dans les dernières séances, parfois, le fait de mobiliser les études de marché, ce n'est absolument pas cher. Et c'est une étape cruciale. La parole du consommateur, c'est le vrai juge. Le consommateur, c'est le vrai juge. Sa parole doit venir à l'entreprise. Elle doit être décisive dans la création de produits. Elle doit être décisive dans tout le process de modification, d'amélioration de produits. Ce ne sont pas des étapes qui sont chères. On peut mobiliser des études de marché pour des budgets qui sont réduits. Pour 20, 30 000 dirhams, 40 000 dirhams, on peut lancer un focus group. Je mets ça entre parenthèses, je ne suis pas, je ne vends pas ce service, mais je donne juste des ordres de grandeur aux professionnels pour qu'ils puissent s'intéresser à cette dimension qui est essentielle. Donc, un produit, c'est une perception d'un consommateur. Ce n'est pas une solution industrielle. Ce n'est pas une solution d'un dirigeant, d'un directeur de production ou d'un responsable marketing. C'est une perception des clients. La première logique, donc logique interne de créer un produit sans se préoccuper de la perception du consommateur, c'est une étape ou c'est un process qui peut créer de la valeur, mais en même temps euh, qui peut créer énormément de risques pour le business et surtout des risques et des impacts financiers. Donc le conseil à ce niveau, c'est de s'efforcer de manière méthodique toujours de voir le produit à travers les yeux du client et non pas à travers votre œil. Vous n'êtes pas le client final et même si vous l'êtes pas en quantité. Et donc il faut toujours se placer au niveau du consommateur avec méthode, avec méthodologie, avec process, en essayant au maximum de mobiliser des retours via des études de marché pour pouvoir voir ce produit sous les yeux des vraies personnes qu'il est censé servir, c'est-à-dire vos consommateurs. Donc, une autre dimension des produits ou du produit, c'est que un produit est porteur de sens et de valeur. Donc, au-delà de la valeur d'usage, je vais acheter une bouteille d'eau parce que j'ai besoin de boire, c'est un besoin primaire. Je vais acheter des chaussures parce que j'ai besoin de marcher avec ou de faire du sport. Voilà bien des valeurs d'usage, euh, des valeurs d'usage simples pour l'achat d'une chaussure de sport ou d'une chaussure en général.
Mais pensez à Nike, pensez à des marques comme Nike, comme Adidas, comme Converse. Ces marques-là sont porteurs de sens forts et de signes qui sont beaucoup plus valorisés, plus valorisants, plus impactants dans le process de choix d'un consommateur que les valeurs d'usage de ce produit. Je vais avancer un pourcentage. Ce n'est qu'un exemple personnel, donc ça ne vient d'aucune étude. Je pense que pour ce type d'achat, 95% de la décision va être relative plutôt à ces dimensions de sens et de valeur qu'à des dimensions d'usage de produit. Donc on achète un produit parce que il y a une histoire derrière, parce que il y a des valeurs derrière, parce qu'il y a des signes derrière, parce qu'on peut appartenir à une communauté aussi. Voilà un peu cette dimension aussi abstraite qui n'est pas évidente et qui ne découle pas de cette réalité usage. On peut acheter un produit parce qu'on va faire partie d'une communauté. Pensez par exemple à Harley Davidson dans le business de la moto. Quand on achète cette moto-là, on n'achète pas uniquement pour son usage, pour se transporter. On achète pour toutes les valeurs qui en découlent et on achète pour toutes les dimensions, je dirais, de communautaire, des dimensions de liberté, des dimensions de personnalité qu'il y a autour. Donc, cette politique de produit, la politique de produit est fondamentale dans toute politique marketing. Donc, qu'est-ce qui nous dit cette politique de produit? Donc, l'une des conclusions qu'on peut avancer, c'est qu'il est impossible de faire du marketing avec un mauvais produit. Vous avez un mauvais produit. Que veut dire avoir un mauvais produit? Pour moi, donc si je devais simplifier la chose, un mauvais produit, c'est un produit qui n'a tenu compte d'aucun feedback du consommateur, d'aucune réalité du consommateur. C'est un produit qu'on a vu, qu'on a considéré sous un angle de production, sous un angle interne à l'entreprise, où cette notion de feedback du consommateur, cette notion de perception du consommateur n'a pas été intégrée dans la machine de fabrication, de production globale de ce produit. Donc, un produit qui n'a pas tenu compte de cette perception du consommateur peut donner lieu à un mauvais produit. Un mauvais produit pour le management, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, si on veut par exemple étudier euh, l'effet boule de neige que peut avoir un mauvais produit sur un business, sur tout le management, et surtout sur l'impact financier. Le développement de produits, relativement selon le type d'industrie, selon le type de boîte, et selon le type de contexte géographique, un lancement de produit ou un développement de produit, c'est un investissement qui est extrêmement lourd. Prenons par exemple le cas du business automobile ou le cas de l'industrie, pardon, l'industrie automobile. Une voiture, le développement d'une voiture, c'est quelque chose qui peut aller jusqu'à 5 ans, voire plus. Donc, on va développer une voiture sur des années. Ça va pas être un développement sur des mois, sur des jours, etc. Mais ça va être vraiment un développement sur des années. Donc, une voiture, ça va être une moyenne de 3 ans. Je suis pas expert dans ce domaine, mais selon les différentes lectures que j'ai dû faire, selon l'exemple qui est donné aussi sur Mercator, le développement d'une produit ou d'un concept car, ben, des ingénieurs, vous allez avoir des ingénieurs qui vont bosser sur ça sur des années. Vous allez avoir des designers d'abord qui vont travailler sur le design pendant des années aussi. Donc des différents types d'ingénieurs, donc différents types de spécialistes, donc des spécialistes de carrosserie, de pneumatique, de motorisation. Donc on va avoir des nouveaux écrans. Donc les voitures intègrent cet aspect technologique et digital continuellement. Donc essayez d'imaginer un peu le nombre d'équipes qui vont travailler sur ce type de développement de produits et surtout sur l'investissement. Donc on va parler de millions de dollars et c'est des investissements qui sont extrêmement coûteux. Si on n'intègre pas dans ce dispositif-là une perception de produit, des tests avec des consommateurs réels à ce niveau-là, on risque on risque vraiment d'investir énormément et de perdre cet argent et de perdre cet investissement. Imaginez par exemple par la suite
Une suite logique du développement de produits, c'est que on lance, après le développement, on lance la fabrication. Imaginez par exemple que vous soyez BMW, Mercedes ou Audi et que vous développez une nouvelle voiture et que cette nouvelle voiture est lancée en fabrication sur des millions d'exemplaires. Imaginez l'impact en chiffre d'affaires, l'impact en coût de production, pardon. Imaginez l'impact en coût de production si vous avez travaillé sur le mauvais produit. Si ce mauvais produit est déjà produit en millions d'exemplaires, ben là, on va plus parler de millions de dirhams, de millions de dollars, par exemple, qui sont perdus, mais on va parler de millions de dollars, voire de milliards de dollars dans certaines industries. Donc voilà un peu pour vous donner une idée sur l'impact que peut avoir le lancement d'un mauvais produit pour un business. Donc, la deuxième partie, la deuxième section de ce cours qui est relative à la politique de produit va être en ligne avec ce qu'on appelle le concept produit. Donc, on va essayer de comprendre ce que c'est qu'un concept produit. Donc, un produit, c'est différentes dimensions. On a parlé des différentes dimensions tout à l'heure. Et donc, un produit, c'est un concept. Qu'est-ce qu'on veut dire par un concept produit? Ce qu'on va découvrir sur les slides suivantes. Donc, les différentes dimensions d'un produit. On peut décrire un produit en dissociant ces différentes caractéristiques qui vont toutes, en essayant de les cumuler, qui vont toutes être constitutives de l'offre globale. Si on agit sur ces différentes caractéristiques, si on arrive à saucissonner un produit en termes de dimension, qu'est-ce que ça va avoir comme impact pour un responsable marketing? Ben, l'impact, ça va être d'essayer d'étudier chaque caractéristique de manière à essayer aussi de récupérer le feedback du consommateur, la perception du consommateur sur chaque niveau de ces caractéristiques-là. Et ensuite, pour vous en tant que marketeur, le next step, ça va être d'essayer de comprendre comment vous pouvez agir sur chaque caractéristique pour créer de la valeur aux yeux du consommateur. C'est vraiment là le process, je dirais le process marketing qui va vous permettre de créer le bon produit et surtout, de créer la valeur en marketing. Donc, on va agir sur les différentes caractéristiques pour pouvoir lancer un produit, pour pouvoir améliorer un produit. Donc, quelles sont ces différentes caractéristiques? Donc, les différentes caractéristiques, ça va être le concept marketing du produit. Le concept marketing du produit, c'est quelque chose qu'on va voir tout de suite. Donc, je vais vous expliquer un peu ce que c'est et vous donner une définition et un cas réel. Quelles sont les composantes de ce produit? De quoi se compose le produit? Quelles sont les fonctions et les performances du produit? Donc, un produit, il a une fonctionnalité ou plusieurs fonctionnalités. Quelles sont ses performances? On a parlé par exemple tout à l'heure de l'industrie automobile. Donc une voiture, c'est différentes fonctions. Ça va me permettre de me transporter, ça va me permettre d'avoir une bonne climatisation, ça va permettre de filtrer l'air. Donc vous voyez un peu que ça dépasse de loin la seule fonctionnalité d'usage basique qui est le fait de se transporter. Ça va me permettre, ça va avoir une identité. Donc un produit, ça a une identité sensorielle et pas uniquement une identité, je dirais, visuelle. Donc, quand vous êtes, par exemple, dans le food, cette dimension va être extrêmement forte, pesante, et c'est une dimension de création de valeur, la dimension sensorielle. Par exemple, quelles sont les caractéristiques organoleptiques de votre produit? Vous êtes dans le business du fromage, par exemple. Vous allez vous intéresser à la texture du produit dans la bouche du consommateur. Vous allez vous intéresser au niveau de salinité dans le fromage. Vous allez essayer de retrouver le goût du lait dans le fromage. Vous allez vous intéresser à une dimension sucrée dans le fromage. Donc, voilà un peu un exemple des identités sensorielles. Vous allez vous intéresser aussi à l'odeur de ce fromage. Vous allez vous intéresser à la texture au toucher. Quand on va acheter par exemple des fromages à pâte dure, donc on va s'intéresser à la texture de ce fromage visuellement, mais également au toucher. On va s'intéresser au goût, on va s'intéresser à l'odeur, on va s'intéresser à la forme. Donc quand on achète une boule, par exemple, une boule de fromage,
sphérique. Donc, il y a une dimension sensorielle au toucher. Donc, toute cette identité-là, sensorielle, est probante, pesante dans toute l'industrie agroalimentaire, par exemple. On va s'intéresser au packaging. Le packaging est une dimension extrêmement importante dans le business que ce soit des produits ou même de certains services. Donc parfois, on va acheter un produit juste parce que le design du packaging du produit nous plaît, parce que le design permet de véhiculer certaines images. Le packaging du produit est quelque chose qui est très utilisé en marketing, en marketing FMCG, des entreprises de biens et de services de grande consommation, parce que ça permet aussi de changer l'aspect visuel du produit et d'animer, ce qu'on appelle animer le produit. Prenez par exemple le cas des bouteilles collector. Prenez par exemple le cas d'initiatives spéciales sur le packaging. Je pense par exemple à une des références qui est Coca-Cola, qui a lancé le projet de prénom sur les bouteilles et les canettes de Coca-Cola un peu partout dans le monde. Donc voilà un peu une manière d'animer un packaging, de faire du marketing sur le packaging. Donc le packaging, ce qu'on oublie aussi sur le packaging, c'est que c'est un des premiers leviers de publicité. Le packaging d'un produit ou d'un service, dans certains cas, c'est un levier de publicité. Ça permet de véhiculer vos messages clés, ça permet de véhiculer l'histoire que vous voulez raconter sur votre produit. Ça permet d'instaurer votre produit dans un univers précis, dans un imaginaire précis. Et donc, c'est une dimension qui est clé à ce produit. Donc, autre caractéristique d'un produit, c'est les services associés. On en a parlé tout à l'heure avec le cas de l'industrie automobile et des services comme les services de crédit, d'assurance ou de services après-vente qui sont associés à la vente d'un produit classique qui est la voiture. Le nom de produit, le nom de produit, c'est une dimension qui est clé. Vous savez que rien que pour trouver un nom de produit, certaines entreprises dépensent des millions de dollars. Je pense notamment à l'industrie d'automobile, encore une fois. Je pense à l'industrie FMCG. Donc, un nom de produit, c'est des process qui peuvent prendre aussi de longs mois, sinon des années. Et donc, c'est une je dirais, des caractéristiques dominantes dans la conception d'un produit. Et le nom de produit peut invoquer que ce soit des notions positives ou des notions négatives chez le consommateur. Parfois, on peut avoir des noms de produits qui peuvent marcher dans certains pays et qui peuvent invoquer ou donner un sens complètement négatif dans d'autres géographies, dans d'autres pays. On a eu des cas comme ça par le passé où des marques ont lancé des produits dans certains pays et ça a cartonné. Et en essayant de lancer le même produit avec le même nom de produit dans d'autres pays, il s'est avéré que le nom de produit dans ces nouveaux pays était relatif à des injures ou à des mots qui sont qui sont négatifs et donc ça donne lieu à des flops de vente. Donc une dimension qui peut être très simple, qui est le nom de produit, peut avoir des impacts extrêmement graves pour des business selon la géographie. Et puis en fin de compte, l'une des caractéristiques, la caractéristique si je puis dire, c'est la marque. La caractéristique du produit, c'est la marque. Donc un produit, c'est une marque. Donc cette marque-là, c'est une des caractéristiques les plus décisives dans le choix d'un consommateur. Parfois, on va acheter une montre parce que cette montre-là ne va pas uniquement nous donner le temps, et on peut dépenser des millions d'euros pour acheter une montre parce que cette montre, au-delà de son usage, au-delà de son aspect fonctionnel, va être une montre de telle ou telle marque. Et cette marque-là va avoir des dimensions impactantes dans le choix chez le consommateur
parce que c'est une marque qui a été alimentée pendant des années par par de la publicité, par des égéries, etc., qui ont fait que cette marque-là a une valeur aujourd'hui qui dépasse de très loin la valeur d'usage qu'elle donne à ce produit, à son produit. Donc, pour vous parler de ce concept produit, donc tous les professionnels du marketing, à chaque fois qu'ils vont invoquer la notion de produit, vont vous parler de concept de produit. Un concept de produit, c'est quoi? Donc, ça va s'exprimer, c'est l'idée centrale qui va caractériser un produit, pardon. Elle va être exprimée, encore une fois, en termes de bénéfices clients. Et il va surtout s'exprimer dans les termes du client. Vous voyez un peu la notion centrale qu'a le client, sa perception, sa réalité dans la création d'un produit ou d'un service. Donc on revient toujours aux notions développées par Peter Drucker qui nous dit qu'il faut regarder le produit avec les yeux du consommateur, avec la perception du consommateur. Donc le concept produit, c'est quoi? Pour faire vraiment pour faire simple, c'est une idée centrale. Quand on va vous parler, quand vous allez parler de votre produit, on va vous demander de donner un concept, de donner le concept de ce produit-là. Et donc c'est une idée centrale. C'est le cœur de votre produit. Donc ça s'appelle un concept produit et va être exprimé dans les termes du client et peut-être peut évoluer dans le temps en fonction de la politique de produit, de la politique marketing, pardon. Donc c'est quelque chose qui n'est pas figé, mais qui peut évoluer selon les besoins, selon les tendances, selon les modes dans différents contextes. Donc là, je vais parler d'un exemple. Donc c'est Extraverté, qui est une marque de produits huile d'olive raffinée ou d'huile d'olive raffinée. L'entreprise s'appelle Olivier & Co. Et donc c'est une marque française. Rien que en voyant un peu le packaging, vous allez comprendre que on est dans un concept marketing épuré, dans un concept marketing précis. Vous allez comprendre aussi de manière simple que on n'est pas dans des notions fonctionnelles de l'huile d'olive. Donc on va pas invoquer l'univers culinaire. Donc ce n'est pas forcément une huile d'olive qu'on va associer à un univers culinaire, un univers food, mais la dimension épurée qu'on voit sur le packaging va nous donner toute une autre histoire sur ce produit. Donc si on garde cet exemple-là, qui est la marque Extraverté, donc le concept de son produit va être le suivant, et c'est vrai, c'est un exemple réel de cette marque. Donc Extraverté, c'est un produit d'exception, c'est un produit de terroir qui offre tous les bienfaits en santé de l'huile d'olive avec un goût unique d'olive verte. Donc, on n'est pas dans des notions d'usage direct de produits, d'usage culinaire, si vous voulez, mais on est dans d'autres dimensions qui sont des dimensions de noblesse relatives à cette industrie d'huile d'olive. Donc, on va vous renvoyer vers des notions de terroir, vers cette notion de produit d'exception. C'est un produit de niche, c'est un produit premium, c'est un produit de terroir qui a des bienfaits santé. Donc, on n'invoque même pas ici les usages culinaires. Donc, qui a un goût unique d'olive verte. Donc, on vous renvoie dans cette notion de sensorielle, si vous voulez, à l'avance avec ce concept produit. Et c'est un concept qui est écrit dans la terminologie ou dans le choix des mots, dans l'étymologie des mots que les consommateurs choisiraient pour vous parler d'un produit d'exception. Donc voilà un peu l'exemple d'un concept produit. En lisant ce concept produit, vous pouvez avoir une idée sur tout ce que pourrait faire cette entreprise en levier marketing. Donc le concept produit, c'est un élément central qui, quand il est bien décrit, bien écrit, va vous donner une cohérence avec tout ce que vous faites en opération marketing, en levier marketing sur ce produit-là. Donc, rien qu'en lisant ce produit, ce concept produit, on peut avoir une idée. C'est un exemple personnel ce que je vais vous dire maintenant. Donc, rien qu'en lisant ce concept produit, on peut comprendre quel positionnement de pricing va avoir Olivier & Co pour cette marque Extraverté. On peut comprendre quel univers de publicité. Donc, on est sur une publicité de champs d'olivier. On est sur une publicité, on va avoir
des produits de l'huile d'olive premium. On va avoir une quasi omniprésente d'olive verte pour essayer de véhiculer ce goût unique de l'huile d'olive. On est sur des visuels qui sont extrêmement épurés. On va pas être dans un univers food avec des ustensiles de cuisine food, etc. On va être dans la nature, on va être dans des égéries qui sont des visages naturels, donc pas de stars superficielles. On peut mobiliser des gens authentiques. On va mobiliser la ferme, pardon, les champs d'oliviers. On peut mobiliser des éléments naturels. Et donc, c'est là vraiment la garantie d'avoir un bon concept produit, simple et écrit. Donc, les concepts produits, c'est écrit de cette façon. Ce ne sont pas de langue page. C'est quelques phrases, une ou deux phrases euh, minutieusement bien écrites et qui vous donnent une cohérence sur tout ce que vous faites euh, sur votre produit. Donc la cohérence globale est garantie à travers ce concept produit. Et puis les directions à prendre en termes de choix de levier marketing vont découler de ce concept de produit qui est une notion au cœur même de ce que peut être un produit. Donc voilà, je pense que je viens à la fin de ce cours où j'ai parlé de politique produit, de concept produit. Donc, comme j'ai dit, c'est un cours qui va être peut-être subdivisé sur deux ou trois sessions, et on aura la chance dans les prochaines séances, Inch'Allah Rahim, d'exposer les autres sessions, les autres sections, pardon. Donc voilà, je vous remercie. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je suis à presque 45 minutes. Je dépasse généralement le temps, donc aujourd'hui, je pense que je suis dans les temps. Donc voilà, merci beaucoup. Je vois qu'il n'y a pas de questions. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez la moindre question, ou, comme j'ai expliqué lors des deux dernières séances, si vous avez la moindre question, vous pouvez me contacter. Je me ferai un plaisir de vous répondre. N'hésitez vraiment pas. Que vous soyez professionnel ou étudiant. Donc, n'hésitez vraiment pas à me contacter. Je répondrai avec grand plaisir. Très bon courage. Merci encore une fois à toute l'équipe derrière le projet, parce qu'ils font un travail énorme. Euh, Merci à Salah, à Salim, à Badr, et à la prochaine séance, Inch'Allah. Toujours lundi, donc j'ai une question. La séance prochaine, c'est toujours le lundi, lundi à 15 heures. S'il y a un changement, je pense que les administrateurs partageront le nouveau timing. Donc, mais pour l'instant, ça va être Inch'Allah Rahman Rahim lundi prochain à 15 heures. Très bon courage. Salam alaikum.